Et puis, justement, tantôt, vous parliez que vous veniez de Montjoly. Oui. Est-ce qu'il y a une saveur en particulier qui vous manque de votre coin? Une saveur. Des fois, comme ici, à Écoute, Saint-Hilaire, on mange des pommes. Des pommes de Saint-Hilaire, ça goûte pas comme ailleurs. Est-ce qu'il y a une spécialité ou même peut-être une recette de maman? Je pense que le cispard de là-bas, là, qui n'a rien à voir avec celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, le cispard familial, je pense, oui. C'est un truc que j'ai jamais été, moi, capable de reproduire. Je suis capable de faire le méga bouilli, par contre, qui est dans notre famille, là, avec plusieurs pièces de viande et de légumes. Là. Ça, habituellement, il ne faut pas choisir la journée la plus chaude de l'été pour faire ça, parce que ça cuit presque la journée au complet. Un bon repas d'hiver. Oui. Par contre, c'est meilleur avec les légumes d'été, donc on est obligé de le faire l'été. Si on veut vraiment la pleine saveur, on le fait l'été. Mais on choisit la journée pluvieuse qui ne fait pas trop chaud. Exactement. Mais c'est peut-être le cispard familial qui me manque le plus. Ah ouais. Et dans un tout autre ordre d'idée, j'ai lu sur vous que des fois vous nourrissiez les extraterrestres qui rôdaient autour de votre placard. Oui, j'adore. Avec quoi vous les attirez côté culinaire? Ben, ils mangent pas grand-chose. Hein, non, c'est ça. Les restants de popcorn. OK. Quelque chose. Mais d'où vous vient ce mythe-là qui vous entoure? Ben, j'ai toujours adoré, même dans mon très jeune âge, et dans Mistral, c'est beaucoup ça. J'aime beaucoup les théories de complot. Bon, je suis un amateur de la série X-Files aussi, qui tourne très autour extraterrestre, paranormal et complot du gouvernement et tout. Là. Il y a du complot du gouvernement aussi, de ce côté-là aussi dans Mistral, là, un côté hystérique avec la population. J'aime beaucoup ça, donc j'ai toujours inventé des histoires rigolotes à rapport aux extraterrestres. Et dans la notice que vous avez lue, à la blague, je disais que j'aimais beaucoup nourrir les extraterrestres parce que c'est très moi, c'est très... je le dis souvent à la fin de mes notices aussi, là, je suis quelqu'un qui rit à tous les jours. Je suis pas capable de passer une journée sans rire. Donc, l'humour, c'est important? Oui, l'humour, c'est important et l'humour extraterrestre, c'est encore meilleur. Puis est-ce que vous êtes quand même capable d'écrire des choses un petit peu plus lourdes parfois? Oui, ben, la majorité de mes livres sont des livres très, très sérieux. C'est ça. Par contre, j'ai toujours cru que c'est dans le ludique qu'on arrive le mieux à écrire des choses vraies mais qui sont sérieuses. J'ai jamais cru qu'on devait se fouetter ou vivre quelque chose d'atroce pour écrire quelque chose de dur, mettons. Hein. On peut être très, très joyeux et écrire quelque chose de dur parce qu'on va avoir trouvé le bon sujet puis on va arriver justement à en parler. T'sais. Exactement. C'est pas parce qu'on écrit de l'horreur qu'on est nécessairement un meurtrier. Non, effectivement. Heureusement, parce que j'ai plein d'amis qui en font. Oui, c'est ça, exactement. On se rassure ici. Et aussi, bon, vous avez souvent tendance à utiliser des titres de livres assez surprenants. Aujourd'hui, je veux savoir la définition de ces titres-là. Ah oui, hein? Ah oui, moi je veux... Mais d'ailleurs, mon éditeur, Victor Lévy-Beaulieu, est toujours surpris de voir arriver le titre. Un titre de livre. C'est toujours une surprise. Oui, puis souvent, je lui dis pas. Je lui dis que j'ai un livre qui est en route, mais je lui dis pas. Par contre, je n'écris pas un livre si j'ai pas un titre. OK, donc le titre vient avant le processus d'écriture. Avant même la première ligne, ça me prend un titre. C'est arrivé à 2 reprises sur des livres que le titre a changé avant qu'il parte à l'impression, parce que dont mon roman « Mais moi, je dormais » qui avait comme titre de travail au pluriel « Sketch et bug onirique ». Il n'y a personne qui est capable de prononcer ça correctement. Impossible. Même moi, je me concentre pour bien le prononcer. Ça, Victor Lévy-Beaulieu m'avait dit « Pierre, c'est parce qu'il n'y a personne qui va le prononcer, puis tout le monde va le dire tout croche. » Donc, c'est ça, on a gardé une citation qui revenait souvent à l'intérieur du livre, qui est « Mais moi, je dormais ». Donc, c'est devenu le titre du livre. Alors, ça répond déjà à ma première question quiz. Oui. Maintenant, la deuxième, usinaire. Premièrement, c'est votre adresse courriel qui commence par ce mot-là. Ça a été aussi le titre d'un roman. Pourquoi? Oui, L'amour usinaire. L'amour usinaire, c'était... c'est mon premier livre de poésie que j'ai publié aux Écrits des Forges. Puis, c'est un livre qui parle de... Qu'est-ce que l'amour de la naissance jusqu'à la vie adulte? Il y a plusieurs phases différentes à l'enfance, à l'adolescence et tout ça. C'est comme assez différent pour ce qui est de l'amour. Donc, j'avais le goût de le faire comme ça. Et le parallèle que j'avais trouvé à l'intérieur de ma thématique de livre, c'était de le faire comme en montage à l'usine, comme si on montait.
sais, dans une usine, dès le départ, bon, ça prend un concept. Après, à partir du concept, ça prend des matériaux et après ça, l'engrenage, tout se fait. Et il y a un produit qui sort à la fin. Et le produit, admettons un automobile, on a besoin de l'entretenir après. Fait que j'avais monté l'amour dans ce livre-là comme quelque chose qu'on doit construire et un coup construit, il faut l'entretenir. Donc le parallèle du livre, c'est ça. Et usinaire, c'est dans le fond, c'est une contraction, c'est un mot que j'ai inventé. L'usine de l'amour. Ben non, avec usinaire, j'ai voulu mélanger le travail à l'usine et l'imaginaire. Okay. C'est une contraction de usine et imaginaire pour usinaire. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'après la sortie du livre, j'ai commencé à le voir, surtout en France, ce mot-là apparaissait, mais dans un tout autre sens. Et c'est pas encore un mot qui existe, mais on peut le retrouver à quelques places sur Internet, mais pour des définitions totalement différentes. Alors, on pourrait inventer le lexique Pierre Labrie un jour. Ah, peut-être. Juste avec mes titres de livres, Oui. je pense qu'on pourrait faire un bon bout. Exactement. Et finalement, vous avez également écrit La Pléiade des nombres épidémiques. Oui. Parlez-nous de ce livre-là. Oui, Victor Lévy-Beaulieu avait adoré d'ailleurs ce titre. Lui, il a un dada pour les chiffres et les nombres. Hein, vraiment, c'est un dada très fort, il triple là-dessus. Et quand je lui ai envoyé La Pléiade des nombres épidémiques, c'est une comparaison de l'être humain dans la société qui est beaucoup codé et numéroté. Bon, on a combien de NIP, on a des numéros de téléphone, on est associé à des séries de chiffres dans la vie. Et le livre parle beaucoup de ça, du fait qu'on est enfermé à l'intérieur d'une série de chiffres. Puis la Pléiade des nombres épidémiques, c'est comme je voyais tout ce côté-là qui était épidémique, de voir qu'il grandissait autour de chaque être humain. C'est les séries de chiffres et tout. Ouais. Donc la Pléiade, une Pléiade, on s'imagine que c'est encore, puis c'est épidémique, donc c'est catastrophique. Wow. Et le livre finit en catastrophe, comme la plupart de mes livres. Bon, vive les catastrophes. Ben, j'espère que le repas va bien se terminer. Oui. On se laisse déguster un peu et on aura peut-être droit à un dessert. Merci beaucoup, Pierre Labrie, d'avoir été là. Merci. C'est très bon. Voilà, c'est ici que prend fin cette émission, en espérant que l'Osteria figure maintenant sur votre liste de restaurants à fréquenter cet automne. Pour en savoir plus sur notre émission et connaître les derniers concours, vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook Les mots à la bouche ou encore nous écrire à l'adresse qui figure en bas de l'écran. La semaine prochaine, on prend une bouffée d'air frais à l'eau vive de Mont-Saint-Hilaire et on parle écriture environnementale avec l'auteur Jean-Pierre Guillet. Manquez pas ça. Monsieur Guillet, vous adorez écrire, mais est-ce que vous êtes également un grand lecteur encore aujourd'hui? Oui, je lis toutes sortes de choses. C'est sûr que je m'intéresse à l'aspect sciences, connaissances, astronomie, nature, mais aussi beaucoup la fantaisie. Je lis ça, les choses historiques aussi, les romans historiques. Je suis curieux. Oui. de toutes sortes de domaines, finalement. C'est l'avantage, c'est l'intérêt, je pense, des livres. Là. On peut voyager rapidement n'importe où, à n'importe quelle époque. J'adore ça. Mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous rédigez des contes qu'on dit écologiques. Qu'est-ce que c'est au juste des contes écologiques? Oui, c'était avec ça que j'ai commencé. C'était ma première passion, puis qui se continue encore aujourd'hui, la nature. Les contes écologiques, c'était... J'étais professeur au cégep déjà, et puis je voulais sensibiliser mes étudiants à la nature, mais je me suis dit, il faut que ça commence plus jeune, dans le fond. Alors, je m'intéressais depuis toujours à tout ce qui est chevalerie, puis château, puis aventure. Alors, j'ai raconté des histoires avec un roi, une princesse, un méchant magicien, mais qui en même temps parle de nature. Alors, par le biais de la fantaisie, j'ai un petit message écologique aussi. Oui, d'ailleurs, pour donner un exemple ici à nos téléspectateurs, on a La Poudre magique, qui est un livre justement écologique. On traite de quel sujet, par exemple, ici? Oui, la poudre magique, en fait, c'est des pesticides, faut pas le dire, mais le magicien Mukchuk arrive et puis dit au roi qu'il y a une poudre qui va éliminer toutes les petites bébites dans son jardin, sauf que en fait, on se rend compte que ces petites bébites-là, il y avait un rôle important. Puis quand ils sont disparus, ça amène toutes sortes de problèmes, de maladies dans leur royaume. Heureusement, la petite princesse Clémentine a toujours la solution avec des bons produits naturels pour régler les problèmes. C'est vraiment une belle façon de les introduire justement à l'importance de ces choses-là. Pour vous, c'est important l'environnement, puis vous pensez qu'on devrait porter une attention particulière à ça pour les enfants? Oui, puis j'ai très confiance aux enfants, aux jeunes. Les jeunes sont très sensibilisés à ça, puis ils veulent protéger l'environnement. Je pense qu'ils nous poussent dans le dos. Ma fille, qui est
qui suit un petit peu mes traces, là, est végétarienne, puis me pousse à être encore plus végétarien moi-même. C'est pour ça que je suis content d'être dans ce resto-là aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certains de vos livres ont été publiés en coréen et même en anglais. Ah oui, ça fait bizarre de se dire qu'il y a des petits-enfants à l'autre bout du monde qui lisent dans une autre langue. Ben, je suis allé déjà dans l'Ouest canadien présenter des livres à des jeunes là, en classe d'immersion. L'anglais, on se comprend encore. Mais quand c'est du coréen, là, je me suis pas rendu jusque-là, j'ai de la misère à lire mon nom sur ce livre-là. Là. Mais les images sont les mêmes, des très belles images d'ailleurs qui avaient été faites par Gilles Thibault. J'étais chanceux de l'avoir comme illustrateur. Et donc, si ces livres-là traversent les frontières, c'est assurément parce que c'est un style qui vous est quand même propre. C'est un style qui n'est pas nécessairement exploité par tous. C'est rare qu'on parle de l'écologie dans d'autres livres. Oui, de cette façon-là, là, c'était un petit peu une première. Ça avait gagné des prix, ces livres-là, des prix de littérature jeunesse. Et puis en plus, il y a des extraits qui sont utilisés dans les manuels scolaires ou primaires. Et d'ailleurs, parlant de prix, vous venez tout juste de gagner le 2e prix du Grand Livre de la Montérégie pour Un boulot pour grand-papa. Oui, le boulot de grand-papa. Le boulot de grand-papa. Oui. Alors, on ne l'a pas présentement parce que c'était un manuscrit que vous avez envoyé. Il n'était pas publié. Et grâce au concours, vous allez publier ce livre-là prochainement. C'est ça. C'est des manuscrits qui sont soumis au concours de façon anonyme. Et puis, j'ai le 2e prix. C'était pas le premier, celui-là. Et puis là, c'était quelque chose qui est destiné aux tout petits. C'est le Grand Prix tout petit de littérature jeunesse à Montérégie. Et il fallait que ça s'adresse aux jeunes 4 à 6 ans, donc pas trop long, mais beaucoup d'images, très visuelles, comme phrases, comme mots, comme sonorité. Alors, c'est un autre défi, c'est différent. J'aime écrire pour tous les âges. Là. Oui, est-ce qu'il y a une différence lorsque vous écrivez pour les adultes ou pour les jeunes? Comment vous traitez ça? Je dirais qu'au départ, la sensibilité est importante là, à tous les âges. Oui. Quand on s'adresse à des jeunes, j'ai des jeunes enfants, mais quand je gardais un petit peu mon âme d'enfant et qu'on s'adresse à des plus vieux, à des plus jeunes, il faut que ça nous rejoigne quelque part. La différence après ça, c'est dans le travail de la phrase, dans la structure. C'est sûr, avec les plus jeunes, des phrases plus courtes, des mots plus simples, mais qui sont très accrocheurs. Avec les plus vieux, bien, on peut se permettre d'élaborer beaucoup davantage l'histoire, d'approfondir, de complexifier. C'est deux plaisirs différents, là, aussi bien pour la lecture que l'écriture.